Bonjour à toutes et à tous. Bon, on le voit bien, hein, les prix qui grimpent, l'inflation, on en entend parler absolument partout. Mais est-ce qu'on saisit vraiment ce qui se cache derrière ce mot? C'est la grande question. Aujourd'hui, justement, on va explorer un peu les mécanismes de cette inflation, mais à travers le regard, disons, assez tranché d'un financier, Gérald Autier, en se basant sur un entretien récent. Oui, L'idée, c'est d'essayer de dépasser un peu les gros titres, de comprendre les origines, les conséquences qu'il met en avant, et puis qui sont, selon lui en tout cas, les vrais gagnants et perdants dans cette affaire. exactement. Et son approche, elle sort un peu des sentiers battus. Pour Gérald Autier, l'inflation, c'est pas seulement la hausse des prix qu'on voit au supermarché. C'est d'abord une augmentation de la quantité d'argent en circulation. La masse monétaire, quoi. Ah oui, d'accord, C'est vraiment cette perspective monétaire qui est centrale chez lui. d'accord. Alors, creusons ça. Si le cœur du sujet, c'est la quantité d'argent, comment on en est arrivé là? Historiquement, ça vient d'où ce système, selon Autier? Alors, il retrace toute une évolution, c'est assez intéressant. On part du troc, bon, pas très pratique, puis on passe à des monnaies concrètes, l'or, l'argent. Mhm. Ensuite arrivent les billets, mais au début c'était juste des papiers qui représentaient de l'or gardé en banque. Le vrai tournant, le moment clé pour Autier, c'est 1971. 1971. Pourquoi? C'est la fin de la convertibilité du dollar en or, décidée par les États-Unis. Et depuis, notre monnaie, elle est fiduciaire. Ça veut dire qu'elle repose sur la confiance fiduciée, et plus sur quelque chose de tangible comme l'or. D'accord. Et la conséquence majeure, selon lui, c'est que il y a plus de limite physique, si on veut, à la création d'argent. Ça a ouvert la porte à une financiarisation énorme de l'économie et à une explosion de la dette publique qui est financée justement par cette création monétaire plus facile. D'accord, 1971, c'est une date très marquante dans son raisonnement. Et il va même plus loin, Autier qualifie l'inflation de vol. C'est un mot très fort quand même. Pourquoi il utilise ce terme? Oui, c'est un point vraiment essentiel de son analyse. Pour lui, c'est un vol parce que l'inflation réduit insidieusement le pouvoir d'achat de notre épargne. Il donne un exemple assez simple. Imaginons qu'on met 10 000 euros de côté pour acheter une voiture qui coûte ce prix-là. Oui. S'il y a 10% d'inflation entre-temps, la voiture passe à 11 000 euros. Vos 10 000 euros, ils suffisent plus. Ah oui, effectivement. Cette perte de 1 000 euros pour la personne qui a épargné, c'est comme si on lui avait pris en quelque sorte. Il rappelle d'ailleurs un vieux débat du 19e siècle entre Bastia et Proudhon. Bastia disait déjà que faire marcher la planche à billets, ça appauvrit les pauvres et ça enrichit les riches. Et si c'est un vol, comme il le dit, cet argent volé, il va bien quelque part. Qui sont les bénéficiaires de ce système, d'après lui? Mais selon son analyse, les gagnants, ce sont ceux qui sont les plus proches de la source où l'argent est créé. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. L'effet Cantillon. Voilà. Donc, en premier lieu, l'État. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros emprunteur, l'inflation réduit le poids réel de sa dette et en même temps, ça augmente ses recettes fiscales. La TVA, les impôts sur le revenu, etc. Logique. Ensuite, bien sûr, les banques qui créent une partie de la monnaie via le crédit. Puis, tous les gros emprunteurs, ceux qui achètent de l'immobilier de crédit, certaines grosses entreprises très endettées, comme dans la tech par exemple. Et enfin, ceux qui possèdent des actifs dont le prix monte avec l'inflation, la bourse, l'immobilier de qualité. D'accord. Et les perdants, du coup? Les perdants, ce sont principalement les épargnants modestes, les classes populaires. Leur argent sur les comptes courants, les livrets, ils perdent de sa valeur, tout simplement. Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément accès aux conseils pour se protéger de ça. Ils parlent même de scandale à ce sujet. C'est une vision assez sombre, mais l'explication qu'on entend le plus souvent en ce moment, c'est plutôt la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie qui flambent. Qu'est-ce qui répond à ça, Autier? Alors, il nuance fortement. Il dit, oui, bien sûr, un choc sur l'offre, comme une pénurie de pétrole, ça peut faire monter un prix spécifique. Ça, c'est vrai. Oui, Mais une hausse généralisée des prix, et surtout durable, pour lui, et il cite l'économiste Milton Friedman là-dessus, c'est toujours et partout un phénomène monétaire. ah, d'accord. Il insiste sur le fait que la hausse des prix qu'on connaît, elle a commencé avant février 2022. Dès 2021, on voyait déjà les prix monter. Donc pour lui, la cause première, c'est la création monétaire massive, la planche à billets, les politiques très accommodantes des banques centrales depuis 2008 et surtout depuis la crise du Covid en 2020. Hmm. Et il critique aussi au passage la façon dont on calcule l'inflation, l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Il pense que ça masque une partie de la réalité à cause du biais de substitution. C'est-à-dire? Le biais de substitution, en gros, si le prix du bœuf augmente trop, l'indice va tenir compte du fait que les gens achètent peut-être plus de poulet à la place.
Ça lisse la hausse, quoi. Ça masque un peu l'augmentation réelle du coût de la vie pour beaucoup de gens. Je vois, c'est une critique assez technique, mais importante. Alors, face à ce constat, la question brûlante pour beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut protéger son épargne si on suit cette logique? Il donne des pistes? Oui, et c'est évidemment la conclusion logique de son analyse. En gros, il recommande de se méfier de tout ce qui a une valeur fixe en euros ou en dollars. Donc les comptes courants, les livrets d'épargne classiques et même les obligations d'État, même si elles sont indexées sur l'inflation, parce qu'elles ne compensent souvent que l'inflation officielle, celle de l'IPC justement. D'accord, donc éviter le cash et ce qui y ressemble. Et aller vers quoi alors? Il suggère de privilégier ce qu'il appelle les actifs difficilement duplicables, des choses qu'on ne peut pas créer à volonté comme la monnaie. Par exemple. L'immobilier, mais bien placé, de qualité, les actions de sociétés solides, surtout celles qui sont moins touchées par les budgets serrés. Il pense au secteur du luxe, par exemple, ou celles qui peuvent facilement augmenter leur prix. Il évoque aussi des secteurs où l'État est peut-être moins efficace, comme la sécurité privée. Et les crypto-monnaies, il en pense quoi? Alors là, il est prudent. Pas tant parce que ça repose sur rien, il fait d'ailleurs remarquer avec ironie que notre monnaie aussi repose sur rien de tangible depuis 1971, mais surtout à cause du risque lié à la réglementation. C'est encore très incertain de ce côté-là. Très clair. Donc si on essaye de résumer la vision d'Autier, l'inflation serait beaucoup plus qu'une simple hausse des prix affichés. C'est un mécanisme monétaire profond, lié à la nature même de notre argent depuis plus de 50 ans maintenant. Et c'est un mécanisme qui, selon lui, redistribue la richesse de manière assez invisible, souvent au détriment des petits épargnants. C'est tout à fait ça. Et cette analyse, bon, qu'on soit d'accord ou pas avec tous les détails, elle pose quand même une question assez fondamentale pour chacun d'entre nous, non? Laquelle? Bah, si l'argent qu'on utilise tous les jours a cette tendance structurelle à perdre de sa valeur sur le long terme, comme le décrit Autier, est-ce que ça ne devrait pas nous pousser à repenser complètement notre rapport à l'épargne, à l'investissement et finalement à l'argent lui-même? Une question assez vertigineuse pour terminer. De quoi réfléchir effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.